Le sujet que les organisateurs m'ont proposé est de savoir comment faire en matière de désislamisation et de médias. Et pour l'introduire, je voudrais vous montrer un livre qui s'appelle Le radeau de Mahomet, dans lequel on peut lire cela en 4e de couverture. L'islam est devenu l'enjeu d'un combat sans merci entre un obscurantisme impitoyable et une incertaine modernité. Sur la rive arabe de la Méditerranée, j'ai vu réapparaître, spectacle d'un autre temps, les frères musulmans et leur cortège de cruauté et d'absurdité. Le Shah d'Iran, Sadat, les émirs du pétrole et même l'intelligentsia orientale se sont trouvés désarmés face à des ayatollahs prêchant le retour à un âge d'or couleur de sang. Il ne faut plus laisser aux Turcs de profession, orientalistes complaisants ou abusés, le champ libre à la désinformation. Non, l'intégrisme musulman n'est ni bénin ni bénéfique. Au train où il va, il risque fort d'être bientôt à l'islam, ce que Staline fut au socialisme et le nazisme au nationalisme. Dénoncer les menaces que fait planer l'extrémisme islamiste sur de nombreux pays, sur la France, point d'interrogation, valait la peine d'oser malmener au passage l'islam proprement dit. Ce livre a été écrit en 1983. Son auteur était journaliste au quotidien Le Monde. Il a été grand reporter. Il faisait un vrai métier d'ailleurs de journaliste, c'est-à-dire qu'il parlait des sujets qu'il connaissait. C'est assez étrange. Et il a été ensuite en poste au Caire. En poste au Caire, il a été expulsé d'Égypte à la demande du président Sadat parce qu'il avait écrit que les frères musulmans menaçaient la vie du président Sadat. Quelques mois après son expulsion, le président Sadat était assassiné. Eh bien, cet homme qui a montré une grande connaissance, une grande clairvoyance, une grande anticipation des faits, vous vous en doutez bien qu'à partir de là, sa carrière a été cassée. Qu'il a végété au monde, placardisé, et qu'il n'est jamais, plus jamais, invité dans les médias. Son premier chapitre est tout à fait intéressant, le premier chapitre de son livre. Il est consacré à ce qu'il appelle les Turcs de profession. Qu'est-ce que les Turcs de profession? C'est les commerçants qui faisaient du négoce avec l'Empire ottoman, à l'époque de l'Empire ottoman, et qui, pour faire du bon négoce avec les Ottomans, se convertissaient à l'islam ou tenaient des propos favorables à l'islam, complaisants vis-à-vis de l'islam. Ils présentaient un islam à l'eau de rose, et Peroncel-Ugoz explique qu'aujourd'hui, on commence à voir, c'était en 1983, la situation ne s'est pas arrangée depuis, on commence à voir les Turcs de profession se répandre dans les médias et imposer leur vision, imposer à l'opinion leur vision d'un islam à l'eau de rose. Il faut bien comprendre comment fonctionne le système médiatique vis-à-vis de l'opinion. C'est une opération à double détente, quel que soit le sujet. C'est une propagande massive qui vise à empêcher le peuple de voir
ce qu'ils voient. Et c'est une propagande massive qui vise à sidérer les élites pour les soumettre à l'idéologie dominante et à l'idéologie imposée. Et donc, il y a ceux auxquels on interdit de voir ce qu'ils voient, et ceux qui savent, mais qui se taisent, ou qui même colportent le mensonge, sinon ils sont brisés, ils sont diabolisés. Alors vous voyez que dans les médias, il y a deux catégories de personnes. Il y a les experts et les polémistes. Si vous êtes expert, c'est que vous dites des choses conformes à ce qu'on attend de vous, à ce que l'idéologie dominante attend de vous. Vous le dites de manière un peu savante ou pseudo-savante. Mais ce qui fait que vous serez invité et réinvité, ce n'est pas que vous dites des choses justes, c'est que vous dites des choses conformes. A contrario, alors des experts, on en a sur l'islam. Des Turcs de profession, on en a sur l'islam. On a le professeur Olivier Roy, on a Mathieu Guider, on a Keppel, on a Tariq Ramadan. Tous ces gens qui nous ont dit il n'y a pas si longtemps que les révolutions arabes c'était formidable, que ça allait amener la démocratie dans le monde arabe. Quand on voit aujourd'hui l'état de la Tunisie, de la Libye ou de la Syrie, on peut quand même se poser des questions. Mais attention, l'expert n'est pas réinvité bien qu'il se soit trompé. Il est réinvité parce qu'il s'est trompé. Et que par conséquent, il continuera à tromper. A contrario, le polémiste n'est pas invité. Le polémiste, celui qui pourrait dire des choses justes, mais pas conformes. Et c'est pour ça que vous entendez systématiquement dans les médias que l'islam est une religion de paix, qu'il ne faut pas faire d'amalgame entre l'islam, l'islamisme et le terrorisme, que l'immigration est une chance pour la France, qu'on a entendu les bienfaits du printemps arabe, que certains vont même jusqu'à dire que l'abattage halal c'est très bien à tout point de vue, et puis qu'il y a un islam des Lumières. Tout cela est répandu et répété. Alors, au risque de vous choquer, je ne trouve pas anormal que les gens qui pensent cela, ou feignent de penser cela, puissent le dire. Pourquoi ? Parce que je pense que dans la pensée européenne, dans la pensée occidentale, on ne peut accéder à la vérité, en dehors des vérités religieuses, on ne peut accéder à la vérité que par la libre confrontation des idées. Une idée ne peut être dite juste ou ne peut être dite fausse que si elle subit la confrontation. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas possible de dire le contraire. Il n'est pas possible de dire le contraire pour deux raisons. La première, c'est que quand vous dites le contraire, vous risquez de vous retrouver condamné par les tribunaux. Et la deuxième, c'est que quand vous dites le contraire, vous n'êtes pas invité à en parler. On peut faire le bilan. Est-ce que un certain nombre des orateurs d'aujourd'hui sont invités dans les médias? Est-ce que Peretti
Vous ne l'avez pas vu aux 20h? Eh ben non. Dommage. Non? Bon. Voilà, mais je cite Peretti parce qu'il est dans mon viseur, là. Mais je pourrais en citer d'autres. Cet après-midi, Robert Ménard, le maire de Béziers qui nous accueille, interviendra. Ménard avait des émissions. Il avait un jour invité Bernard Lugan. Bernard Lugan, vous pouvez relire ce qu'il a écrit sur l'Afrique, vous pouvez relire ce qu'il a écrit sur les printemps arabes. Il avait tout juste, sur les printemps arabes, il avait tout juste et tout de suite, dès que les événements sont arrivés. Robert Ménard l'a invité à l'époque à iTélé. L'émission a été censurée. Censurée. Elle n'est pas passée. Elle n'est pas passée. Alors, on pouvait d'ailleurs admettre peut-être que Lugan se trompait. Mais si on veut se faire une opinion des choses, il faut avoir des points de vue différents. Donc, Lugan a été censuré et Ménard a été viré. Voilà. La chose est un peu comparable pour Zemmour. Zemmour, il est encore un peu à la télé. Sauf qu'il était dans une émission de grande écoute sur chaîne hertzienne, qu'il est passé sur les chaînes en continu, et que maintenant il est sur une chaîne payante. Donc, pas de possibilité de s'exprimer de manière dissidente. Vous avez de grands universitaires qui connaissent l'islam, comme les Urvois par exemple, qui ont publié des sommes. Ils ne sont pas invités, parce que ce qu'ils disent, qui correspond quand même à leur science, eh bien, ça n'est pas conforme à ce qu'il faut dire. Je vois là l'abbé Pagès. Monsieur l'abbé, allez-vous souvent à la télévision? Enfin, je ne parle pas, à part les télévisions alternatives, on y viendra bien sûr. Voilà, donc, impossibilité de donner un point de vue contradictoire. Et donc, impossibilité d'accéder à la vérité, accéder à la réalité des faits. Il y a, pire que cela, il y a les condamnations pénales qui pleuvent. Bon, les condamnations pénales qui pleuvent, notamment à la 17e chambre correctionnelle de Paris, où on a condamné Zemmour, toujours lui, parce qu'il avait dit qu'il y avait une liaison entre la délinquance et l'immigration. C'est sûr, il y a 70% de types en tôle qui sont issus de l'immigration, mais il n'y a pas de liaison entre l'immigration et la délinquance. On a aussi poursuivi l'écrivain Renaud Camus, qui avait, c'est une thèse, on peut la contester, mais c'est une thèse. La thèse de l'écrivain Renaud Camus, c'est que la multiplication des actes de petite délinquance plus ou moins, de caillassage, de policiers, de pompiers, étaient des actes de conquête territoriale. C'est-à-dire qu'ils mettaient ces événements, qu'ils les analysaient non pas comme des faits divers, mais comme des faits politiques. C'est un point de vue qu'on peut contester. Mais quand les tribunaux le condamnent, c'est un scandale. Christine Tazin, de Riposte laïque et de Résistance républicaine, est passée mercredi devant la 17e chambre correctionnelle. Pourquoi? Parce qu'à l'issue, dans une manifestation organisée par le Ciel, à l'issue, après le meurtre de 2 policiers à Magnanville, Christine Tazin a dit « islam assassin ». C'est-à-dire qu'elle a considéré que c'était l'islam en tant que tel qui avait inspiré cet acte. Ce qui d'ailleurs, quand on a vu la vidéo du meurtrier, confirme, il a agi au nom de l'islam. Voilà.
Il cite le Coran, il cite... Voilà. Et la vidéo a été supprimée très vite, évidemment, interdite. Mais elle est éclairante, la vidéo. Eh bien, Christine Tazin, pour avoir dit cela, est poursuivie. Elle sera condamnée. Ça veut dire qu'on ne peut pas critiquer. J'ai le droit de dire communisme assassin. J'ai le droit de dire nazisme assassin. J'ai même le droit de dire libéralisme assassin. Mais je n'ai pas le droit de dire islam assassin. Or, l'islam, ce n'est pas seulement une religion, c'est aussi un mode de vie, un code juridique, la charia, comme nous l'avons vu en début de séance. Et c'est gravissime, parce que si d'un côté on peut dire l'islam c'est la paix, et que de l'autre, quand on dit l'islam c'est la guerre, on est condamné, il n'y a plus de débat possible. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose à faire, c'est d'abroger la loi Pleven de 1972 qui a créé le délit d'opinion. Délit d'opinion qu'en plus les juges, moi vous savez, je n'ai pas une très haute opinion de la magistrature engagée. Hein. Les juges ce qui est incroyable, c'est que normalement la loi pénale est d'interprétation stricte. Eh bien, en matière de délit d'opinion, les juges font une interprétation large de la loi pénale, ce qui est proprement hallucinant. Alors, ceci étant, les juges de la 17e chambre correctionnelle, je vous rassure, ils font une carrière brillante. Ils finissent tous présidents de tribunal. C'est l'accélérateur de carrière, à condition évidemment de rendre les jugements qu'on attend d'eux. Il n'y a pas besoin de sortir major de l'école de la magistrature pour comprendre ce qu'on attend. Bon. Et donc, pour éviter toutes ces dérives, il faut abroger la loi Pleven de 1972 et rétablir la grande loi de 1881 sur la liberté de la presse, grande loi dont l'article 1er est très simple, la presse et l'imprimerie sont libres. La deuxième chose, c'est qu'il faut réintroduire le pluralisme dans les médias. Alors, il y a deux propositions à faire dans ce domaine. Il y a les médias écrits. Les médias écrits, ils sont libres d'écrire ce qu'ils veulent, mais il n'y a aucune raison qu'ils reçoivent de la part des contribuables 2,5 milliards de subventions par an. Donc, le rétablissement de la liberté de la presse écrite, c'est de la faire dépendre de ses acheteurs et de ses lecteurs et de ne pas vivre gorgé de subventions publiques pour répandre des mensonges. Les médias audiovisuels reçoivent, s'agissant du service public, 6 milliards de subventions. Eh bien, la contrepartie de ces 6 milliards de subventions, ça doit être le pluralisme intellectuel, le pluralisme politique. Il y a eu des débats lorsqu'il y a eu la question de savoir si on devait déchoir les djihadistes de la nationalité française, proposition de M. Hollande à l'époque. Il y a des sondages qui montraient que 92 à 96% des Français étaient favorables. Et sur les chaînes de télévision, il y avait des débats où il y avait 4 types, 5 types qui débattaient entre eux en étant tous contre. Eh bien, le pluralisme, ça paraît énorme, c'est que des gens d'opinions différentes puissent s'exprimer, que des intellectuels dissidents puissent être invités. Voilà. Il faut rétablir le pluralisme et pour cela, je pense qu'il faut remplacer le CSA par un Conseil supérieur de la diversité politique et intellectuelle, élu sur une base proportionnelle des résultats de l'élection présidentielle et avec
des citoyens tirés au sort, parce que le tirage au sort fait partie des bonnes pratiques démocratiques que les Grecs appliquaient dans leur temps et que la République de Venise a appliqué pendant 8 siècles, ce qui lui a pas mal réussi. Et donc, rétablir le pluralisme, rétablir la liberté d'opinion et d'expression, c'est les premières étapes pour avoir une vision juste des choses. Car si on n'a pas une vision juste des choses, équilibrée tout simplement des choses, on ne peut pas traiter ensuite les autres problèmes. En attendant cela, et je vais conclure, eh bien, il faut se porter sur la réinfosphère, sur les médias alternatifs, sur les réseaux sociaux. C'est là qu'on peut faire passer les bonnes informations, qu'on peut faire passer d'autres informations que celles qui sont constamment répandues par les médias officiels. Il faut, et je dirais, qu'au-delà de cela, au-delà de ces choix, il faut être constamment dans une attitude de dissident. Il faut être dans une attitude de dissident et il faut affirmer ses opinions. Il faut affirmer ses opinions parce que dans le grand déséquilibre qu'il y a le fait que les gens qui pensent autrement osent le dire quand ils sont à deux, en face à face, et osent beaucoup moins le dire dès qu'il y a plusieurs personnes autour d'une table, autour d'un bureau, dans une association, etc. Et je pense qu'il faut maintenant passer à l'offensive et défendre ses idées, ou en tout cas émettre un certain nombre de doutes, c'est le moins qu'on puisse dire, quand on entend qu'il ne faut pas faire d'amalgame, que l'islam est une religion de paix, et que l'immigration est une chance pour la France, que la démocratie va se répandre sur le monde arabe. On peut faire preuve d'un peu de bon sens, d'un peu de scepticisme, et sortir la tête.